Stendhal, Grenoble et le Dauphiné. Voilà un sujet maintes fois évoqué, et naturellement qui se prête à bien des lieux communs. En fait, le sujet est plutôt embarrassant. Stendhal n'a-t-il pas sans vergogne dénigré Grenoble et le Dauphiné? Tout le monde vous citera ces fameuses phrases de la vie d'Henri Brulard, où il est question d'écœurement. Mais nous y reviendrons. Mais tout d'abord, une question préalable. Stendhal, moins connu sous le nom d'Henri Belle, est-il dauphinois? Car vous admettrez que si tel n'est pas le cas, le point de vue est complètement différent. Alors je vous demanderai de vous rallier à moi pour poser cette question préalable. Stendhal, pendant longtemps, en fait Stendhal ne fut qu'un écrivain français, au nom bizarre, Stendhal, probablement parisien, finalement comme tout le monde. Et même à Grenoble, longtemps, Stendhal, dans l'esprit des gens, n'eut rien à voir avec Henri Belle, qui en fait était connu comme étant tout simplement le petit-fils d'Henri Gagnon. C'est certainement pour cela que, dans les années 30, lorsque la municipalité se décida finalement très tardivement à lui donner le nom d'une rue, une rue un peu modeste, un peu perdue, elle lui donna le nom de Belle-Stendhal, afin que nul n'en ignore. Alors, vraiment grenoblois? On peut en douter car lui-même finalement nous met sur une piste. Comme vous le savez, il est enterré au cimetière Montmartre, à Paris. Vous vous rappelez de l'épitaphe qu'il a voulu pour son tombeau. Arrigo Belle, Milanese, visse, scrisse, amo, 23 mars 1842. Arrigo Belle, milanais, il a vécu, il a écrit, il a aimé. 23 mars 1842. Milanese. Donc il est milanais. Cela ne fait aucun doute puisque c'est lui qui le dit. Et je pourrais dès ce moment abandonner le thème de ce propos, Stendhal, Grenoble et le Dauphiné, et me précipiter vers un nouveau sujet certainement plus glamour, comme Stendhal et Milan, ou encore Stendhal et l'Italie. Et naturellement, je serais tombé dans le piège, car vous savez que Stendhal est un grand facétieux, et qu'il adorait le masque et le paradoxe, et l'ambiguïté. Donc, avec lui, prudence, ne pas le prendre au mot. Alors milanaise peut-être, mais il était homme à avoir au moins 2 amours. Et s'il avait eu 2 amours, son pays natal et l'Italie. Alors certes, si on regarde froidement le calendrier de sa vie, finalement, il a passé peu de temps à Grenoble et en Dauphiné. En fait, à peine le tiers de son existence, c'est-à-dire en fait ses 17 premières années. Alors bien sûr, ce sont les plus importantes dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et d'ailleurs, dans la vie d'Henri Brulard, il répétera à plusieurs reprises qu'à 4 ans, à 7 ans, à 10 ans même, il avait en fait les mêmes idées qu'à 50 ans. Il est également à Grenoble, quelque temps après son départ à Paris en 1799. Il fait de courts séjours à Grenoble, 3 mois en 1802, 9 mois en 1803, 2 mois en 1805, quelques mois en 1814, lors de la défense de la France envahie par les Alliés, et ensuite, et jusqu'en 1842, date de sa mort à 59 ans, les passages sont en fait très rares et très brefs. Il y a également une pièce au dossier fort troublant dans l'enquête que nous menons sur l'enracinement de notre héros dans sa patrie. Ce sont certains passages de la vie d'Henri Brulard sur ses véritables origines. En effet, pour vous comme pour moi, le jeune Henri est issu de la famille Belle, originaire du plateau du Vercors, famille tout juste sortie de la glèbe, puis ensuite accédant poste de juge de paix à Sassenage, Belle ça veut dire bailli en fait. Son père, Chérubin, avait gardé de ses ancêtres paysans et commerçants l'attrait du gain, l'âpreté dans les marchandages, la crainte de manquer, et aussi une horreur innée pour les élans de l'imagination, du moins c'est ce que son fils nous en dit. Chérubin avait gravi les échelons de la magistrature à la force du poignet, ou de la chicane comme vous voudrez. Il était devenu avocat consistorial en 1789
et donc au bord de la noblesse personnelle. Alors vous avouerez que c'est quand même le comble de la malchance. Travailler toute sa vie pour accéder au rang de la noblesse et le devenir en 1789. L'histoire peut être cruelle. Donc, a priori, pas plus dauphinois que la famille Belle. En fait, le trouble vient des Gagnon, du côté maternel. Henri note avec beaucoup d'intérêt qu'on parlait couramment italien de ce côté-là, et que sa mère lisait le Dante en version originale. Et puis, il y avait eu les propos troublants de la tante Élisabeth. Et là, je cite un extrait de La vie d'Henri Brulard. Ma tante Élisabeth me raconta que mon arrière-grand-père était né à Avignon, ville de Provence, pays où venaient les oranges, me dit-elle avec l'accent du regret. Il faut savoir que la grande magnificence de la ville de Grenoble à cette époque-là, c'était 60 ou 80 orangers en caisse, provenant peut-être du connétat de Lesdiguières, le dernier grand personnage produit par le Dauphiné, lesquels, à l'approche de l'été, étaient placés en grande pompe dans les environs de la magnifique allée des Marronniers au jardin de ville. « Il y a donc un pays où les orangers viennent en pleine terre, dis-je à ma tante. Et je comprends aujourd'hui que, sans le savoir, je lui rappelais l'objet éternel de ses regrets. Elle me raconta alors que nous étions originaires d'un pays encore plus beau que la Provence, nous, c'est-à-dire les Gagnons, que le grand-père de son grand-père, à la suite d'une circonstance bien funeste, était venu se cacher à Avignon à la suite d'un pape, que là, il avait été obligé de changer un peu son nom et de se cacher, et qu'alors il avait vécu du métier de chirurgien. Avec ce que je sais de l'Italie d'aujourd'hui, je traduirais ainsi qu'un monsieur Guadiani ou Guadianino, ayant commis quelques petits assassinats en Italie, était venu en Avignon vers 1650 à la suite de quelques légats. Ce qui me frappa beaucoup alors, c'est que nous étions venus, car je me regardais comme Gagnon, et je ne pensais jamais aux Belles qu'avec une répugnance qui dure encore en 1835, donc je pensais que nous étions venus d'un pays où les orangers croissent en pleine terre. Quel pays de délices, pensais-je. En fait, des recherches méticuleuses, qui sont d'ailleurs une des caractéristiques de l'érudition stendhalienne, nous ont appris depuis que les Gagnons venaient d'une localité du Vaucluse et pas du tout d'Italie. En fait, nous sommes là avec Stendhal en plein rêve. Cet homme aime à s'inventer des origines qui seront d'autant plus séduisantes qu'elles l'éloigneront de son père abhorré. On y reviendra. Ces origines ne devaient que le rapprocher de son pays d'élection, l'Italie. Mais revenons sur terre, revenons à Grenoble. Il est temps malheureusement pour moi de purger le fiel dont Henri Brulard a abreuvé Grenoble. Je me vois dans la pénible obligation de vous lire ces passages que plusieurs générations de Grenoblois lui ont reprochés. Je cite « Tout ce qui est plat et bas dans le genre bourgeois me rappelle Grenoble. Tout ce qui me rappelle Grenoble me fait horreur. Non, horreur est trop noble, mal au cœur. Grenoble est pour moi comme le souvenir d'une abominable indigestion. Tout ce qui est bas et plat sans compensation. Tout ce qui est ennemi du moindre mouvement généreux. Tout ce qui se réjouit du malheur de qui aime la patrie ou est généreux, voilà Grenoble pour moi. » Autre citation, où il évoque cette ville que j'abhorrais et que je hais encore, car c'est là que j'appris à connaître les hommes. Ou encore, Grenoble, ce quartier général de la petitesse. On comprend pourquoi, lorsque fut publiée la vie d'Henri Brulard, les Grenoblois l'aient battu un peu froid. Voilà, c'est dit. Faut dire qu'il ne fait pas dans la nuance, mais pour comprendre cela, il faut se remettre en mémoire ce qu'était Grenoble à cette époque, entre 1790 et 1830. En fait, c'est un trou. Une petite ville sale d'environ 20 000 ans, corsetée dans ses remparts, qui vivaient des militaires. Faut dire que Grenoble était une ville de frontière, le Sarde, le Piémontais n'était pas loin. Donc ville des militaires et ville de la chicane, puisque c'était le siège du Parlement du Dauphiné. Une petite ville grise et humide, comme l'appartement natal.
pas de monuments prestigieux, pas d'urbanisme, peu d'urbanité. Un seul espace vert, le jardin de ville. Le Grenoble d'Henri Belle, en fait, c'est encore le Grenoble du Moyen-Âge. La ville s'arrête à la porte de Bonne. Depuis les fenêtres de l'actuel lycée Stendhal, on domine les remparts et le glacis. L'ancienne église Saint-Joseph est déjà dans la campagne. C'est le secteur des Granges, où Chérubin avait coutume de traîner son fils à la promenade obligatoire. Henri d'ailleurs en gardera un souvenir abominable. Je cite, « En 1794, les environs de Saint-Joseph étaient occupés par des terres à chanvre et d'infâmes routoirs où je distinguais les œufs gluants des grenouilles qui me faisaient horreur. Horreur est le mot propre. Je frissonne en y pensant. » À cette époque, à Grenoble, les quais n'existent pas. Un seul pont enjambe l'Isère, pas de pont sur le Drac. Victor Del Lito cite un texte écrit par un visiteur en 1840. Ancienne place de guerre et resserrée dans un cercle infiniment restreint, la ville se compose de maisons irrégulières, de rues étroites et sinueuses, d'une largeur qui varie à chaque pas, et de quelques quartiers obscurs, triste legs du Moyen-Âge. Fin de citation. Le centre-ville de Grenoble que nous connaissons aujourd'hui ne prend en fait vraiment son essor qu'à partir des années 1870, avec ces quartiers que nous appelons improprement les quartiers haussmanniens, dans le secteur de la place Victor Hugo ou de la place de Verdun. Donc ça, c'est le décor. Et puis il y a la famille. Alors bien sûr, il y avait sa mère, Henriette Gagnon, ma mère légère comme une biche, etc. Mais cette jeune femme, dont bien sûr il se déclare amoureux, cette jeune femme meurt en couche, il avait 7 ans. Nous sommes en 1790. Et là commencent tous ses malheurs. Du moins, c'est son ressentiment d'homme arrivant à la cinquantaine qui s'exprime dans la vie d'Henri Brulard. De son père Chérubin, il fera un portrait à charge. C'était un homme extrêmement peu aimable, réfléchissant toujours à des acquisitions et à des ventes de domaines, excessivement fin, accoutumé à vendre aux paysans et à acheter d'eux, archi-dauphinois. Il n'y avait rien de moins espagnol et de moins follement noble que cette âme-là, aussi était-il antipathique à ma tante Élisabeth. Il était de plus excessivement ridé et laid, et déconcerté et silencieux avec les femmes qui pourtant lui étaient nécessaires. Cette dernière qualité lui avait donné l'intelligence de la Nouvelle Héloïse et des autres ouvrages de Rousseau, dont il ne parlait qu'avec adoration, tout en le maudissant comme impie, car la mort de ma mère le jeta dans la plus haute et la plus absurde dévotion. Il s'imposa l'obligation de lire tous les offices d'un prêtre. Il fait même question pendant 3 ou 4 ans de son entrée dans les ordres, et probablement il fut retenu par le désir de me laisser sa place d'avocat. Il allait être consistorial. C'était une distinction noble parmi les avocats, dont il parlait comme un jeune lieutenant de grenadiers parle de la croix. Il ne m'aimait pas comme individu, mais comme fils devant continuer sa famille. Et puis, il y a la tante Séraphie, ce diable femelle. Et puis l'abbé Rayanne, ce noir coquin. Seul le grand-père Gagnon trouve grâce à ses yeux. Mais tout cela est connu, je n'insisterai pas. Mais vous l'avez bien compris, lorsque Stendhal maudit Grenoble, en fait c'est son père qu'il rejette. C'est l'éducation étriquée qu'il a reçue qu'il rejette. Bref, c'est un enfant qui se rebelle, c'est un adolescent qui s'écrie « Famille, je vous hais ». André Gide aurait pu être son compagnon. Et pourtant, même de son point de vue, tout n'est pas funèbre ou mesquin à Grenoble. Nous avons évoqué le grand-père Henri Gagnon, mais il faut aussi évoquer la sœur bien-aimée, Pauline. Il aura avec elle une longue correspondance depuis son départ de Grenoble en 1799, jusqu'à ses premiers séjours à Milan et en Italie, et jusqu'à ses séjours à Paris. Cette correspondance nous est parvenue au moins partiellement. Et puis il y a le domaine de Furonnière à Claye, et l'éblouissement des Échelles, ce village à la limite du Dauphiné et du royaume sarde. Alors surtout le domaine de Furonnière à Claye, jusqu'à ce jour miraculeusement préservé. Mais en fait, dans son enfance, il y a donc bien 2 lieux.
la ville de Grenoble et Claye. La ville de Grenoble, comme Janus, a deux faces. La rue des Vieux Jésuites, c'est-à-dire l'appartement du père, et puis, par ailleurs, l'appartement du docteur Gagnon donnant sur la place Grenette et le jardin de ville. L'appartement de la rue des Vieux Jésuites, l'appartement natal donc, c'est l'asphyxie, le malheur. C'est vraiment là le quartier général de la petitesse. C'est là qu'il est né le 23 janvier 1783, donc dans l'actuelle rue Jean-Jacques Rousseau. À l'époque dénommée rue des Vieux Jésuites, car c'est là que s'était installé le premier établissement des Jésuites à Grenoble avant la construction de leur collège, l'actuel lycée Stendhal. Rue des Vieux Jésuites, lui qui n'aimait ni les vieux ni les jésuites. C'est tout de même étonnant qu'au bout du compte, il aurait chippé leur collège 100 ans environ après sa mort. Cet appartement natal, c'est le cénotaphe sacré de sa mère, bien sûr, mais c'est aussi l'antre du père. C'est le voile noir du deuil, d'une part, et c'est la tristesse rechignée du père, d'autre part. Tristesse au carré, puisque c'est aussi le siège de la tyrannie Rayane, ce précepteur abhorré. Cet appartement, aujourd'hui encore, garde la mémoire de ses sentiments. La cour intérieure n'est qu'un puits profond. Si le ciel est dégagé, on ressent encore davantage le contraste entre la lumière du soleil et la demi-obscurité qui règne à l'intérieur. Et s'il pleut, alors cela devient vraiment lugubre et vous serre le cœur, pour parler comme Stendhal. Au contraire, l'appartement Gagnon, c'est le faste lumineux, l'aéré, avec l'échappée souveraine vers le jardin de ville, l'horizon des montagnes, l'ombre et le soleil. Et puis hors la ville, il y a Claye, la campagne. À Claye, Henri n'est pas seulement ailleurs, il est autre. De l'autre côté du Drac, on renaît. C'est l'échappée belle. C'est l'échappée à la morne routine. À Claye, c'est le week-end toute la semaine. Ce sont les vacances. Il appelle cela les féries. Les féries d'août et septembre qui amollissent la discipline. Et selon la formule de Philippe Berthier, Claye, c'est d'abord la diastole jubilante du bagnard élargi. À Claye, il va chasser le tourdre et le renard, alors qu'à Grenoble, tout lui est interdit, interdiction de nager, de monter à cheval, de s'entraîner aux armes. À Claye, il s'ébroue dans le bonheur animal des petits matins où il fait si bon se sentir charnellement exister. La chasse, c'est le contact direct avec la nature, avec une nature non peignée, non domestiquée. Et puis c'est le rocher de Comboire, avec cette périlleuse verticalité. Les coteaux modérés et leurs molles inquiétudes, ce sera pour d'autres. Dans sa description, il ne manque plus que l'appel aux orages désirés. Ce paysage a de la vertu, de l'énergie, de la passion. C'est d'ailleurs ce paysage qui sera à l'origine de la nouvelle Ernestine ou la naissance de l'amour. On voit alors peindre un thème chez Stendhal, la présence de la montagne. Une présence, on peut dire, un peu en basse continue, on y reviendra. Un paysage stendhalien sans montagne, est-ce possible? Imagine-t-on Stendhal-Beauceron? Si on quitte les falaises de Comboire et qu'on revient au domaine de Furonnière, on découvre tout d'abord une belle maison bourgeoise entourée d'un parc parfaitement clos. Pour Chérubin, son père, ce domaine, c'est le lieu d'épanouissement de son agriculture, manie qui le mènera tout droit à la ruine. Chérubin tourmente les sols, les amende, les plante pour produire toujours plus. Il importe même d'Écosse des moutons mérinos pour les acclimater à notre région. Il est inventif, il spécule sur ces nouvelles technologies agricoles, il en rêve la nuit. Et bien sûr, il veut y associer son fils aîné, son successeur dans l'ordre de la primogéniture. De toute façon, il n'a qu'un fils. Vous devinez le résultat. Lui, le jeune Henri, qui a entre 12 et 16 ans, il a bien d'autres idées en tête, car heureusement pour lui, la maison renferme un trésor, souvent fermé à clé comme un tabernacle. C'est la bibliothèque. Henri y dévore des livres, avec les ruses qui s'imposent.
C'est là qu'il découvre Voltaire, Rousseau, Corneille, Molière et surtout le Don Quichotte. Ce Don Quichotte lu sous le second tilleul de l'allée, du côté du parterre. Tilleul d'ailleurs existe toujours. Et poursuivi par le père, il se réfugie dans une charmille. Complicité de la chlorophylle. Stendhal a toujours aimé les arbres. Lire le Don Quichotte, c'était encore une manière, naturellement, de s'opposer au père et à ses mesquineries. C'était rejoindre l'espagnollisme de la tante Élisabeth. Dans le Rouge et le Noir, d'ailleurs, Julien n'est pour son père qu'un lisard. Adorer Don Quichotte. Voilà bien un plaisir irresponsable. Adorer un loser. On touche là un des principes cardinaux du bellisme. Cet art de préférer toujours l'ombre à la proie, cet art de tendre ses filets trop haut pour s'assurer qu'on n'y prendra rien. Ne pouvait-on mieux s'y prendre pour décevoir son père Chérubin? Mais Chérubin lui-même décevra ce fils. À force de vouloir faire le malin, il finira par se ruiner et devra vendre le domaine à un général pour 100 000 francs, et cela dès 1816 ou 1817, il me semble. Et cela aux grandes dames d'Henri qui, outre le fait qu'il se trouve déshérité, voit s'évanouir le seul lien capable de l'enraciner à Grenoble. Il en avait rêvé, pourtant. Dans sa correspondance avec sa sœur Pauline, il s'imagine se retirer à Claye. Claye, ce n'était pas seulement une belle demeure avec ses vignes, ses arbres et ce magnifique paysage et ses vues lointaines sur les montagnes. Claye, c'était un enracinement dans le temps, un point de repère, une certitude. C'était un peu de terre à soi, pour se rassurer. En fait, cette posture est bien étonnante. On le connaît, Stendhal, éternel errant, lui qui n'a jamais eu de chez lui, lui qui a toujours vécu dans des hébergements de fonction, ou mieux, dans des chambres d'hôtel. Lui qui avait cette furie de locomotion, pour reprendre le terme de la couture. Lui qui est mort dans une chambre d'hôtel à Paris. Lui qui, à sa mort, ne possédait rien, et certainement pas le moindre meuble. Lui qui n'en a jamais possédé, et qui n'en avait pas le souci, eh bien, seul le domaine de Furonnière lui aura manqué. Avec la perte de Claye, il était rendu à sa solitude erratique. En 1829 encore, Stendhal repasse incognito à Claye. Le domaine est tombé dans des mains étrangères. C'est le moment des vendanges. Il est embarrassé, troublé. Il achète au métayer quelques grappes de raisin. Toute la saveur heureuse d'une enfance qui crut ne pas l'être s'y donne à nouveau. Temps retrouvé, cerisier perdu. Il rôde autour du domaine comme un mendiant. Stendhal comprend alors qu'il ne pourra pas installer ses pénates. Son seul patrimoine, finalement, ce sera la littérature. Nous venons d'évoquer Claye, mais dans son enfance, il y a eu un autre éblouissement. Ce sont les Échelles, petit village près de la frontière de la Savoie, là où était installé son oncle maternel, Romain Gagnon. Henri a 7 ou 8 ans quand il se rend aux Échelles. Il avait perdu sa mère peu de temps auparavant avec la tristesse que l'on imagine. Quittant Grenoble, la triste Grenoble, l'humide Grenoble la poisseuse, son séjour aux Échelles fut pour lui, je cite, comme un séjour dans le ciel. Il est accueilli donc par son oncle Romain Gagnon, bel esprit libertin, et par sa jeune épouse Camille. Camille, dont le jeune garçon a entrevu, je cite, la peau blanche à 2 doigts au-dessus du genou. Il participe à des chasses, à la pêche à la truite dans le Guiers, fait des ricochets, lance des cailloux aux femmes, et puis le soir, il y a des fêtes dans les propriétés amies. Bref, c'est le bonheur. Belle se rappellera longtemps de ce séjour. Ce fut un bonheur subit, complet, parfait. Un voyage amusant de cette heure fait disparaître à jamais Séraphie, le maître de latin, la triste maison Gagnon, la bien autrement triste maison de la rue des Vieux Jésuites.
Donc on le voit, tout n'est pas noir dans le Grenoble de son enfance et de son adolescence. En fait, ce qu'on en dit ne fait que répéter ce que lui-même a écrit à ce sujet dans sa correspondance et surtout dans la vie d'Henri Brulard. Or, dans la vie d'Henri Brulard, il a la cinquantaine, il est petit consul à Civitavecchia, il s'ennuie, il est amer, bref, il règle ses comptes. Et peu en ressortent indemnes. Et quand on règle ses comptes, on sait être injuste et péremptoire. Il écrit donc la vie d'Henri Brulard à Civitavecchia, fin 1835, jusqu'en mars 1836. L'écriture s'arrête quand il apprend son congé et la possibilité de revenir à Paris. Or, ce qui est curieux, c'est que quelque temps plus tard, à Paris, en 1837, que fait-il? Il écrit notamment les Mémoires d'un touriste. Les Mémoires d'un touriste. C'est une œuvre de commande pour vivre. Mais c'est aussi une envie. Dès 1818, il avait écrit un premier jet de Rome, Naples et Florence, et puis ensuite, en 1829, les promenades dans Rome. À l'époque du Grand Tour, donc mise à la mode par l'aristocratie anglaise, écrire sur l'Italie était devenu un genre littéraire en soi. Le président de Brosse avait montré le chemin à la fin du XVIIIe avec ses lettres d'Italie. Et comme pour de Brosse, pour Stendhal, voilà le propos. Pas vraiment un guide, mais un journal impressionniste au sens premier du terme. Un journal qui raconte bien sûr ce que l'on voit de remarquable, mais surtout un journal qui vous parle des gens, des rencontres de hasard, de la psychologie des peuples. Un journal qui égrène des petits faits vrais et qui, au-delà d'une anecdote, raconte les vérités d'un pays. Il l'a fait pour l'Italie après bien d'autres, même si, naturellement, c'est avec le ton qui lui est propre. Alors, ce que tout le monde a fait pour l'Italie, pourquoi lui ne pas le faire, le premier, pour la France? Pourquoi ne pas le faire avec le regard de l'expatrié, lui le relégué de Civitavecchia, lui qui ne connaît plus la France de Louis-Philippe que par épisode? Alors il invente ce personnage de marchand de fer qui sillonne la France et qui, au fil des jours, nous raconte ses impressions. Stendhal, cet égotiste, a toujours besoin d'un masque qui, bien sûr, ne trompe personne. Eh bien, ce personnage feint de découvrir, entre autres, Grenoble et le Dauphiné. Et vous allez le constater, le ton en est bien différent de la vie d'Henri Brulard. Dans Henri Brulard, Stendhal, je vous l'ai dit, règle ses comptes. Dans les Mémoires d'un touriste, il est serein et peut ouvrir son cœur. Et que nous dit-il? Mais le mieux est de lui laisser la parole, et je vais vous citer plusieurs extraits des Mémoires d'un touriste. Avant d'arriver à Tullin, j'ai trouvé une surprise délicieuse. Par bonheur, personne ne m'avait averti. Je suis arrivé tout à coup à une des plus belles vues du monde. Après avoir passé le petit village de Cras, en commençant à descendre vers Tullin. Tout à coup, se découvre à vos yeux un immense paysage comparable au plus riche du Titien. Sur le premier plan, le château de Vourrey, à droite l'Isère serpentant à l'infini jusqu'à l'extrémité de l'horizon et jusqu'à Grenoble. Cette rivière fort large arrose la plaine la plus fertile, la mieux cultivée, la mieux plantée et la plus riche verdure. Au-dessus de cette plaine, la plus magnifique peut-être dont la France puisse se vanter, c'est la chaîne des Alpes et des pics de granit se dessinant en rouge-noir sur des neiges éternelles. On a devant soi le Grandson et les belles montagnes de la Chartreuse, à gauche des coteaux boisés aux formes hardies. Le genre ennuyeux semble banni de ces belles contrées. Je ne conçois pas la force de végétation de ces champs couverts d'arbres rapprochés, vigoureux, touffus. Et là-dessous, il y a du blé, du chanvre, les plus belles récoltes. Je n'ai rien vu de plus étonnant en courant la sublime Lombardie. J'ai dit au postillon que j'avais un éblouissement, que je voulais marcher. Il est allé m'attendre sans répliquer un mot au bas de la descente. Ainsi, rien n'a gâché mon bonheur. Toujours dans les Mémoires d'un touriste, le voilà qui arrive à Grenoble, 8 août 1837. C'est par Moirans et Voreppe que je suis arrivé à Grenoble.
Je loge rue Montorge, chez Blanc, hôtel des Trois Dauphins, dans la chambre numéro 2 qu'occupa Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. C'est sous les fenêtres de cette chambre que les jeunes gens de la ville lui apportèrent, dit-on, les énormes vantaux en bois de la porte de Bonne qui avait eu le tort de se fermer un instant devant lui. C'est dans la chambre où j'écris qu'un jeune juge de Grenoble, M. Joseph Ray, osa lui dire que la France l'aimait comme un grand homme, l'admirait comme un savant général, mais ne voulait plus du dictateur qui, en créant une nouvelle noblesse, avait cherché à rétablir tous les abus, presque oubliés. Le discours de M. Ray, qui pouvait avoir 50 lignes, fut imprimé en 2 heures et à 20 000 exemplaires, et le soir tous les Grenoblois le répétaient à Napoléon. S'il eût compris cette voix du peuple, lui ou son fils régnait encore, mais la France eût perdu la supériorité littéraire, celle de toutes qui, ce me semble, lui fait le plus honneur. Autre passage. Je craignais de trouver à Grenoble ce vilain petit pavé pointu qui, à Lyon, m'empêchait de marcher. Mais les Grenoblois sont gens d'esprit. 7 de leurs rues sont déjà pavées en pierre plate que l'on tire de fontaine, et dans 6 ans, il n'y aura plus de pavés pointus. Le maire de la Vigne travaille 12 heures par jour, et le conseil municipal est composé de gens d'esprit, la plupart jeunes et libéraux. Plût à Dieu que Paris fût administré par ces messieurs. Et encore. Un Grenoblois me dit un jour, « Voyez donc le Grésivaudan. » Je croyais d'abord qu'il s'agissait d'un lac, mais on désigne par ce nom la vallée de l'Isère. C'est un pays magnifique autant qu'il est inconnu. Rien en France, du moins dans ce que j'ai vu jusqu'ici, ne peut être comparé à cette vallée de Grenoble à Montmélian. J'arrive de Montbonneau, joli village au-dessus de Grenoble, et d'où j'ai pu bien la juger. La vallée de l'Isère n'est point trop resserrée. Il me semble que fort souvent elle a bien 2 lieues de large. Ce qui est admirable, c'est qu'elle a 2 aspects absolument différents selon que l'on se place sur les collines de la rive droite ou sur celle de la rive gauche. À Montbonneau, par exemple, rive droite, vous avez sous les yeux d'abord les plus belles verdures et les joies de l'été. Plus loin, l'Isère, grande rivière. Au-delà, des collines boisées, et encore au-delà, à une hauteur immense et comme sur vos têtes, les Alpes sublimes passées par Hannibal, et encore partie couverte de neige le 5 août. Enfin, dernier passage cité. Grenoble possède un musée riche de beaux tableaux italiens dont je supprime ici la description. On les a placés dans la partie sublime de l'église des Jésuites. Les tableaux examinés, comme je me promenais à l'extrémité méridionale de la salle, le gardien m'a ouvert une fenêtre. Étonné, saisi par une vue délicieuse, j'ai prié cet homme de me laisser tranquille à cette fenêtre, d'aller à 100 pas de là, aller s'asseoir dans son fauteuil. Midi sonnait. Le soleil était dans toute son ardeur. Le silence universel n'était troublé que par le cri de quelques cigales. Une brise légère agitait l'herbe assez longue du glacis qui faisait le premier plan. Au-delà, les délicieux coteaux d'Échirolles, d'Ébins, de Saint-Martin, de Gières, couverts par leurs châtaigniers si frais, déployaient leurs ombres paisibles. Au-dessus, à une hauteur étonnante, le mont Taillefer faisait contraste à la chaleur ardente par sa neige éternelle et donnait de la profondeur à la sensation. Au-dessous des coteaux d'Échirolles et un peu à droite, on voit la plaine du pont de Claix. Tout à fait à droite, tout près du sol, le rocher et les précipices de Comboire. Cet ensemble est bien voisin de la perfection. J'étais ravi au point de me demander comme à Naples, que pourrais-je ajouter à ceci, si j'étais le Père éternel? J'en étais là de mes raisonnements fous quand le maudit gardien est venu m'adresser la parole. J'ai donné son étrelle à ce cruel homme, et je cours encore. Alors comme vous le voyez dans tous ces passages, le ton est très différent, comme si l'homme mûr se réconciliait non pas encore avec sa famille, et singulièrement avec son père, mais en tout cas se réconciliait avec le paysage de sa jeunesse. Et lui, qui a toujours eu en horreur les descriptions, lui que sa famille forçait à admirer la nature, les montagnes,
Là, il rend les armes et reconnaît qu'un plat pays est une bien triste chose. On en trouvait d'ailleurs des prémices dans ses écrits précédents. Déjà, quand même, dans la vie d'Henri Brulard, il écrit ainsi « Les environs de Paris m'avaient semblé horriblement laids, il n'y avait pas de montagne. » L'une des raisons, par ailleurs, qui lui font aimer Milan, c'est en fait l'admirable contour des Alpes se détachant dans le ciel et qu'il contemple depuis les remparts de la ville. Je cite « Je n'ai rien vu au monde de plus beau que l'aspect de ces sommets couverts de neige aperçus à 20 lieues de distance, toutes les montagnes inférieures restant du plus beau sombre. » C'est un paysage analogue que dans la Chartreuse de Parme, Fabrice a sous les yeux depuis les fenêtres de sa prison. La vue que l'on avait de ces fenêtres grillées était sublime. Il y avait lune ce jour-là, et au moment où Fabrice rentrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon, à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes. Il était 8h30 du soir, et à l'autre extrémité de l'horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge-orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viso. Sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. Fin de citation. Finalement, les paysages italiens, ainsi que le remarque Victor del Lito, ne sont que le prolongement du spectacle que Stendhal a eu sous ses yeux, pendant sa jeunesse. C'est le Dauphiné qui, sous ce rapport, a façonné sa sensibilité. En Italie, comme en Dauphiné, le paysage a été, comme il l'a écrit, un archer jouant sur son âme. Alors voilà pour le Dauphiné. Mais les Dauphinois, acceptent-ils de leur rendre justice? Grenoble sera-t-il toujours, pour lui, le quartier général de la petitesse? Doit-on lui tenir rigueur d'avoir déserté son pays natal? Alors quand même, pour mieux en juger, il faut se resituer dans le contexte historique d'une génération. Une génération qui aura connu l'Ancien Régime, la Révolution, la Terreur, le Consulat, l'Empire, et finalement la chute avec la Restauration et la monarchie de Juillet. Voilà une époque où chaque homme est mis en situation et ne peut que montrer ce qu'il vaut. Or, que se passe-t-il au moment de la Révolution? Il se passe un basculement qui explique l'exode de Belle et de ses camarades. Et là, je reprendrai un argumentaire développé par Gérald de Rano dans une de ses conférences à l'Académie Delphinale. Belle et ses camarades, à cette époque-là, ne pouvaient que renier Grenoble et en partir. En effet, après les grands moments des États généraux, sitôt que la Révolution advient, c'en est fini de Grenoble. L'ancienne ville de Parlement, capitale du Dauphiné, n'est plus alors qu'une petite ville avec un préfet à sa tête. La coupure est profonde. Dans ce monde nouveau qui se construit jour après jour, c'est à Paris que tout, absolument tout se passe, que l'avenir se fabrique. La province ne peut que subir, au mieux copier gauchement. Sortir de Grenoble, voilà la nécessité stratégique qui s'impose pour rejoindre cette France nouvelle où tout se joue. Même si cette France nouvelle est née quelques années auparavant, d'ailleurs en Dauphiné, lors de la journée des Tuiles à Grenoble ou lors des États généraux à Visil en 1788. Il y a toutefois un bémol, y compris dans ses écrits. Grenoble n'est pas seulement le Grenoble ultra et ratatiné du père. Le Grenoble où s'attarde notre touriste est le Grenoble qui s'est racheté quand même en mars 1815 en ouvrant les portes de la ville à Napoléon, revenu de son exil de l'île d'Elbe. La fameuse phrase « proscrit à Cors », ce petit village avant Grenoble, « proscrit à Cors, empereur à Grenoble ». Il en parle très longuement dans les Mémoires d'un touriste à partir d'un texte vraisemblablement écrit par Louis Crozet, son ami très proche. C'est le moment de la rencontre de Laffray. Ce sont les portes de Bonn ouvertes par la foule. C'est le séjour de Napoléon dans l'hôtel de la rue Montorge. C'est aussi la résistance du Dauphiné en 1814. Et puis également en 1815, résistance aux troupes austrossardes.
Ainsi, dans Promenades en France, il nous dit de Grenoble: nous avons laissé au sud-est de la France le pays de l'esprit fin et du patriotisme éclairé. Grenoble qui, le 6 juillet 1815, 20 jours après Waterloo, lorsque toute la France était découragée et elle abandonnée par les troupes en ligne, voulut pourtant se défendre. Grenoble combattit généreusement les troupes piémontaises qui n'étaient autres que les excellents régiments levés par l'empereur dans le Piémont. Ce trait de courage civil encore plus que militaire, au milieu de la France abattue par Waterloo, est unique dans l'histoire de notre Révolution. Et puis c'est l'évocation de la Grenoble libérale avec son maire, Hugues Berriat, un maire qui a su effacer les dernières traces du Grenoble ultra de l'époque de Chérubin-Bel. Le Dauphiné est ainsi devenu, dans les mémoires d'un touriste, pour le touriste de 1837, le pays de la liberté. Donc l'histoire a un sens, et la Révolution française en est le dernier épisode. Et c'est là que le Dauphiné trouve sa place dans la révolte d'une province jadis indépendante, déclenchant la Révolution de 1788, en 1788, précédant donc la Révolution de 1789. Et puis, dans la vie d'Henri Belle, c'est l'irruption du 18 Brumaire, qui, en annonçant le retour du pouvoir absolu, laisse derrière lui l'Assemblée de Visil et de ses espérances. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le lendemain du 18 Brumaire que le jeune Henri, abandonnant Grenoble, arrive à Paris. Coïncidence historique extraordinaire. Il ne le savait pas encore, mais en quittant Grenoble ce jour-là, il entrait dans cet immense Gulf Stream de l'histoire qui allait l'entraîner à la dérive jusqu'au fin fond de l'Europe, jusqu'à Moscou, jusqu'à la chute de l'Empire, jusqu'à sa propre chute. Je chutais avec Napoléon. D'acteur, il redevient alors spectateur. Il ne participera même pas à la fantastique aventure des 100 jours. Aventure fantastique, magnifique et absurde tout à la fois. Il n'a pas vécu Waterloo et la chute de Paris. Il était à ce moment-là à Milan et à Venise. Je cite: « J'ai lu à Venise, au café Florian, les malheurs et l'abattement de la France. Je veux dire l'entrée du roi et de ses premiers actes. Le parti de l'éteignoir triomphe. » 1815, ou la nostalgie de la patrie perdue. C'est la première fois de ma vie que je sens bien l'amour de la patrie. Je n'aime pas les Français d'aujourd'hui, mais je regrette ce qu'ils auraient peut-être dans 50 ans. C'est alors qu'à Milan, il se recrée une patrie selon son cœur. La vraie patrie est celle où l'on rencontre le plus de gens qui vous ressemblent, dit-il. Alors nous voilà revenus au début de notre propos. Ainsi, Henri ne serait pas Henri, Henri serait Arrigobel milanese. Et pourtant, on trouve un passage toujours dans les mémoires d'un touriste qui ne laisse pas d'intriguer. Il évoque ainsi le caractère dauphinois. Une chose rend le caractère dauphinois bien plaisant au XIXe siècle. C'est son inaptitude complète à l'hypocrisie. J'entends l'hypocrisie passive, car pour la partie active de son grand savoir-vivre à la mode, il s'en tire aussi bien et mieux que qui que ce soit, le Parisien toujours excepté. Mais enfin, il est absolument contre la nature du dauphinois d'être dupe, de sorte que même en fléchissant le genou devant la plus triomphante des hypocrisies, il ne peut s'empêcher d'encourir sa haine en montrant par quelques détails imprudents qu'il n'est pas sa dupe. Alors vraiment, est-ce que cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? En fait, c'est lui qui le décrit. Absence d'hypocrisie, goût de l'indépendance, méfiance qui se traduit par le recours au masque, souci de ne pas être dupe. Et puis un intérêt jamais démenti pour la politique, l'économie, la sociologie, en un mot pour l'actualité. Voilà bien des traits de caractère d'Henri Belle. Caractère qui nous transpose lui-même dans le caractère dauphinois.
Voilà un digne descendant en droite ligne de l'Assemblée de Viside. Et je souhaiterais pour conclure ce propos vous donner une large citation de Victor del Lito. Au bon sens, à l'esprit pratique et un peu finaud, à la curiosité tempérée de réflexion qui étaient les siens par son ascendance dauphinoise, les maladresses et les drames de son éducation première ont ajouté, dans son âme trop tôt blessée, un sens critique aigu, et surtout un immense besoin de tendresse, d'amour et de beauté. Il cherchera pour sa part à le satisfaire dans de folles passions pour des femmes qui presque toutes le déçurent. Mais la soif de beauté, de noblesse, d'esprit, fut, elle, parfaitement étanchée par tout ce qu'il découvrit et vécut en Italie. Ineffable empreinte qui superposera à celle de ce dauphinois, pourtant bien dauphinois, une sensibilité, une finesse, une fantaisie toute méridionale, et qui ont aisément pris racine dans l'apport maternel de son hérédité. Ainsi, l'un et l'autre se trouvent être vrais dans cette riche et complexe nature. Milan a approfondi son sens esthétique et son imagination. Mais l'atavisme dauphinois sous-jacent a contribué par les conflits et les heurts qu'il provoquait à créer ces paradoxes et cette humeur et cet humour que nous aimons et qui font de Stendhal un être unique. Stendhal n'aurait jamais été Stendhal sans le Dauphiné.